Après avoir tenté à poser le postmoderne et ses caractéristiques comme le centre de mes considérations sur la philosophie occidentale contemporaine, il devient très délicat de s'interroger sur l'extrême contemporain et sur la condition de la culture au XXIe siècle, comme l'a nommé Jean-François Lyotard pour citer le titre de son ouvrage très célèbre La condition postmoderne. Il est très certain que c'est depuis le jour où Kant a posé la question Was ist Aufklärung? Me semble que la philosophie occidentale a acquis une tâche particulière qui n'existait pas pour elle auparavant. C'est celle de s'interroger sur qui nous sommes et qu'est-ce que notre actualité. C'est une question qui n'avait peut-être pas beaucoup d'importance pour Descartes au XVIIe siècle, mais c'est une question qui commence à avoir du sens pour Kant au XVIIIe siècle lorsqu'il demande ce que c'est la Aufklärung, et c'est dans un sens la question d'Hegel. Qu'est-ce que le maintenant? C'est la question aussi de Nietzsche. Alors, il faut d'emblée essayer de retracer l'origine et la trajectoire de cette postmodernité très chère à Lyotard, ou de ses synonymes, que ce soit l'après-libéralisme chez le philosophe Emmanuel Wallerstein ou le post-exhaustisme chez Arthur Volodine, qui sont des notions qui regroupent le champ très large de la postmodernité. D'abord, définir le postmoderne en comparaison avec le moderne est une affaire très habituelle. Nonobstant, la frontière entre les deux n'est jamais claire. Certains voient que le postmoderne s'agit d'une continuité avec son prédécesseur, notamment le moderne, d'autres la rupture. Lyotard note plus confusément que postmoderne ne signifiait pas la fin du modernisme, mais un autre rapport avec la modernité. Ce rapport a commencé à devenir peu à peu net après la guerre du Vietnam et se prolongeait avec la révolte des étudiants en mai 68 qui frappait le monde intellectuel parisien de façon particulièrement hardie. Ces événements et bien plus d'autres vont aboutir à une évolution des mentalités dans le monde académique, dans les domaines des lettres et des sciences humaines. Si on rappelle qu'au XXe siècle, les sciences humaines ont été largement contaminées par le structuralisme retrace ses origines à faire du nom de Saussure et a trouvé sa place en France grâce aux travaux de Claude Lévi-Strauss dans l'anthropologie, mais devient très rapidement populaire dans la sociologie et dans la psychologie afin d'englober les champs de ce qu'on appelle désormais les sciences humaines, c'est-à-dire les sciences qui s'intéressent à l'homme. Et dans le système saussurien, le sens d'un signe a une relation directe à ses rapports avec d'autres signes, c'est-à-dire pour simplifier, le sens d'un signe particulier se trouve dans le rapport synchronique avec d'autres signes qui sont associés avec lui. Cette pratique est appelée la sémiosis, c'est-à-dire la science des signes. Cependant, au milieu des années 60, avec les bouleversements déjà mentionnés, un groupe de jeunes académiciens émerge pour laisser leur tâche sur les sciences humaines. Ce groupe consiste en plusieurs chercheurs dans la linguistique, dans la philosophie et dans la littérature, entre autres. Parmi eux se distinguent Michel Foucault, Gilles Deleuze, Jean Baudrillard, Jean-François Lyotard et Jacques Derrida. Ce groupe a fondamentalement attaqué les institutions. On rappelle que pour Montesquieu, Charles-Louis de La Fauconde, baron de la Brède de Montesquieu, les pouvoirs doivent être impérativement séparés. Cette séparation sur laquelle se fondait la démocratie républicaine est pour les postmodernes un rêve utopique. Parce que ces pouvoirs qu'on croit être séparés dans des institutions différentes risquent de coopérer entre eux pour imposer le despotisme. Caché derrière le terme néolibéralisme est que toutes ces institutions en question sont étroitement liées par une théorie, par une langue qu'on suppose révèle la vérité universelle, et que les institutions sont des produits inspirés par des philosophies qui inspirent des livres, des réseaux académiques et universitaires. La Constitution américaine est par exemple inspirée de la philosophie de John Locke. Le droit de souveraineté est par un deuxième exemple inspiré de la philosophie de Thomas Hobbes. Et la monarchie de droit divin, le communisme dans la Chine et dans l'URSS est le produit de la pensée d'un seul homme, etc. C'est éminemment important de garder ces idées dans l'esprit lors de la lecture de Derrida. Par exemple, Derrida, né en 1930, algérien et juif,
est mort en 2004, était toujours pour la conviction que l'histoire de la philosophie est logocentrique. Remettant en cause l'idée qu'il y a une vérité absolue qui puisse être dévoilée par la langue, Derrida pensait que cette proclamation est loin de la vérité et que les mots, contrairement à ce que les structuralistes en pensaient, ne peuvent guère être cernés dans un sens unique, immuable. Saussure, enseignant à Genève au début du XXe siècle, disait que le sens dans la langue est produit par des signes qui possèdent deux côtés, signifiant et signifié. Le signifiant est le mot dans l'écrit ou l'image acoustique, dans l'articulation phonétique ou l'émission des sons, comme vous voulez. Grosso modo, la partie considérée comme l'input par le cerveau est le signifiant, c'est l'idée. Ça ne peut pas être le chose parce que l'humain tend à imaginer différentes choses du point de vue de la forme. Grosso modo, pour Saussure, le signifiant et le signifié sont deux faces unies dans l'esprit et Saussure croyait que ce qui donne sens aux signes, c'est leur différence. Une table est par exemple appelée une table parce qu'il n'est pas une fable ou un cartable. Ceux-là, c'est-à-dire sous-entendu tous ces éléments, font partie d'un réseau structurel où les signes pointent l'un vers l'autre pour se donner du sens. Lorsqu'on désire chercher le sens d'un mot, on penche vers le dictionnaire. Dans un dictionnaire, un signe se définit à partir de ce que essentiellement sont aussi des autres signes, jusqu'à qu'on revient finalement au premier. Derrida a appuyé sur cette idée en allant plus loin jusqu'en affirmant que ce n'est pas simplement que les signes dépendent l'un de l'autre pour leur signification, mais que d'autres signes sont toujours présents dans l'élaboration de la signification, c'est-à-dire contrairement à ce que les structuralistes ont pensé du signe, l'idée que le signe trouve sa signification dans la relation synchronique qu'il entretient avec d'autres signes, Jacques Derrida ajoute l'élément historique à l'équation, disant que le sens d'un signe dépend de la relation synchronique et diachronique qu'il garde avec d'autres signes. Soit disons que d'autres signifiants et signifiés sont présents lors de la définition de n'importe quel signe, ce qu'il appelle différence avec A. C'est le jeu systématique des différences, des traces de la différence, de l'espace par lequel les éléments sont reliés les uns aux autres. Après tourner le structuralisme contre lui-même, les post-structuralistes ou postmodernes se penchent vers l'histoire du droit et de la psychiatrie. Michel Foucault, l'un des philosophes les plus populaires à l'université mais les plus controversés, s'intéresse à l'histoire de la folie et son rapport avec la civilisation occidentale. J'étais si faux au point d'étudier la raison, j'étais si raisonnable au point d'étudier la folie. Pour Foucault, au Moyen-Âge, le fou menait une vie autant mieux que celle qu'il a aujourd'hui, ce qui a poussé Foucault à poser la question, est-ce qu'il y a un pôle objectif de l'étude de la folie comme maladie mentale, comme il y a un pôle subjectif de l'expérience de la folie. On pense traditionnellement parlant à la médecine et à la science, incluant la psychiatrie, comme une entreprise en développement perpétuel, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Ou est-ce que les sociétés et les cultures se déplacent et se changent en créant d'autres types de folie caractéristiques? Au Moyen-Âge, la lèpre, comme maladie contagieuse avec des marques tout à fait visibles, a invoqué une certaine peur qui était considérée comme la punition de Dieu sur les hommes. Ce qui a fait de lèpre l'une des maladies les plus redoutées de l'Europe. Par le haut Moyen-Âge, il y avait plus de 19 000 maisons lépreux à travers le continent. L'Angleterre avait une population qui ne dépasse pas 1,5 million, mais qu'il avait 220 maisons de lépreux. Ces lépreux ont vécu dans des colonies. Certains avaient même leur propre monnaie séparée entièrement de la société. Par le XIVe siècle, ces maisons ont commencé à se vider. Et par 1727, Saint Barthélemy, ce qui était autrefois le plus grand d'Angleterre, avait complètement fermé.
On n'est pas très certain la raison pour laquelle la lèpre a disparu, mais c'était possiblement le résultat de la ségrégation et de la fin des migrations des croisades entre l'Occident et le Moyen-Orient. Cette question amène à se demander que deviendront les léproseries une fois la lèpre disparue. Ces structures resteront dans le même lieu, souvent les jeux de l'exclusion se retrouveront étrangement semblables 2 ou 3 siècles plus tard. À partir de là, Foucault trace une histoire de l'idée de maladie mentale au XVe siècle et de l'intérêt accru pour l'emprisonnement au XVIIe siècle en France. Un repère est donné, c'est la fondation par un décret en 1656 par Louis XIV d'un hôpital général qui servira le lieu d'internement pour des fous, mais aussi des pauvres, des criminels. Le lieu sera à la fois vecteur de répression et de charité. D'ici allons plus loin, Foucault remarque que les asiles réservés aux fous ne sont pas nouveaux à l'âge classique. La nouveauté qu'apporte cette période, ce sont bien les lieux qui mélangent fous et autres, charité et répression. En effet, Foucault précise l'existence d'hôpitaux réservés aux fous à Fès au 7e siècle, à Bagdad au 2e siècle, puis au Caire au siècle suivant. La folie aurait été reconnue comme une maladie de l'âme, puis avec Freud comme une maladie mentale. Foucault accorde une grande attention à la façon dont le statut du fou passa de celui d'un être occupant une place acceptée, sinon socialement reconnue dans l'ordre social, à celui d'un exclu, enfermé et confiné entre 4 murs, ce qu'on appelle le carcéral. Foucault même étudie les différentes manières et tentatives de traitement des fous, et plus particulièrement le travail de Philippe Pinel et William Tuck. Foucault présente clairement les traitements appliqués par ces deux hommes comme non moins autoritaires que ceux de leurs prédécesseurs. Ainsi, l'asile et les méthodes de Tuck n'auraient principalement consisté qu'en la punition des individus reconnus comme fous jusqu'à ce qu'ils apprennent à agir normalement, les forçant effectivement à se comporter à la manière d'être parfaitement soumis et conformes à certaines règles admises. De façon similaire, le traitement des fous par Pinel semble n'avoir été qu'une version étendue de la thérapie par aversion, y incluant des traitements tels que la douche glacée et l'utilisation des camisoles de force. Pour Foucault, ce type de traitement ne revient qu'à brutaliser le patient à répétition jusqu'à que celui-ci intègre la structure du jugement et de la punition, ce qui était vraiment peu interrogé avant lui.